Bonjour. Merci d'être venu pour ce deuxième séminaire du corps infini. Pour ceux donc, qui viennent ici pour la première fois, je vais faire une très très rapide présentation. Déjà, je vous remercie d'être venu et je vous accueille de la part de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Ce projet donc, du corps infini a été mis en place déjà maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an, accompagné, soutenu par le LABEX d'une part, en partenariat avec, alors je vais essayer d'oublier personne, l'Académie Fratellini, Paris 8, le laboratoire CICM, l'INREV, l'École des arts décoratifs de Paris, et qui production, bien sûr. Voilà. On est donc là à la fin de notre première année. On est dans une phase, on va dire, de mise au point où on va essayer de focaliser un petit peu sur ce qui a été fait et essayer d'impulser la dynamique de l'année prochaine. En principe, notre projet, il est lancé pour 3 ans. Donc là, on est donc à la fin de la première année. Le principe pour nous consiste à articuler théorie, pratique, puisqu'on est dans une recherche et création. Donc pour nous, il ne s'agit pas juste d'une posture, mais d'un programme. Il s'agit donc d'alterner des phases d'expérimentation qui se déroulent à l'automne en général. Donc là, on a fini notre première phase d'expérimentation. Elle va le raconter. Ok, voilà. Donc je pense que j'ai rien de plus à dire pour introduire le séminaire. Je vais passer la parole à Kitsu qui va donc présenter notre première étape. Voilà. Bonjour, donc je suis Kitsu, je suis chorégraphe et je fais de la recherche en danse depuis un long moment et entre autres j'ai donc une expérience sensible, très particulière de perte de repères dans un univers où il y a une autre organisation du temps, de l'espace et aussi de la présence corporelle. Et cette expérience fait qu'effectivement, il y a quelque chose de tout à fait particulier à transmettre. Et notamment, je vais essayer de juste vous donner les grandes lignes pour suivre après. Mais dans cet univers, en fait, il y a la notion d'absence qui est très important. Absence de corps ou sa dilatation, c'est-à-dire d'un coup, comme on n'a plus la gravité, on ne sent plus son corps. Donc il y a vraiment la notion d'absence où il faut en fait redéfinir, la nécessité de redéfinir les contours d'un corps pour ne pas être que des yeux. Il y a une autre absence, c'est l'absence de verticalité. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier qui est un peu dur à imaginer parfois sur Terre. Et aussi l'absence de chute. Tout ça va un peu ensemble, c'est-à-dire qu'on ne tombe plus. Donc c'est vraiment deux absences très importantes. Et il y a, c'est pas une absence, mais il y a une sorte de dilatation du temps et de l'espace par rapport à ce qu'on vit nous sur la notion de temps et d'espace, par rapport à cette question du mouvement qui est un mouvement essentiellement en orbite et donc sans chute et tout. Donc on est vraiment dans une dilatation du temps et de l'espace. Donc toutes ces absences, en fait, elles permettent l'émergence de richesses d'informations sensibles, perceptives, parce que tout est mouvement et qu'en fait, le moindre petit détail de notre corps, de nos déplacements à l'intérieur et d'ailleurs aussi partout autour de nous, sont des informations qu'on perçoit. Puisque la gravité, qui d'habitude camoufle certaines informations, mais du coup, il y a cette sensation de richesse d'informations. Donc ces deux notions, elles sont très importantes et je pense que c'est là-dessus autour duquel on se réunit sur la notion du corps infini, c'est de travailler ça sur Terre et d'essayer de trouver comment, interroger toutes ces questions-là, les remettre en situation sur le plateau ou même dans notre réflexion conceptuelle pour penser un peu autrement notre présence et notre manière de bouger sur Terre. Et voilà, donc ça c'est vraiment c'est le point central. On dirait pour dire que on part de cette notion du corps qui est au centre duquel se situe toute cette recherche. Après tout le reste est très important. Donc je peux dire que, étant donné que j'ai fait une 20aine de vols paraboliques, je suis détentrice d'une expérience tout à fait inédite et surtout aussi d'une parole poétique et sensible que
que n'ont pas vraiment les astronautes et que n'ont pas vraiment les gens de la NASA. Donc c'est en ce sens qu'il y a à la fois un lien entre cette parole poétique et sensible et la parole scientifique et toutes les informations scientifiques très importantes de la recherche spatiale et des gens qui travaillent dans la recherche spatiale et des astronautes eux-mêmes. Donc on a en ce moment Thomas Pesquet qui vient de rentrer, qui a une parole beaucoup plus simple et accessible. Enfin, que c'est pas exactement la même chose quand même. Mais médiatique, voilà, c'est ça. Donc, ce qui est nouveau, parce que d'habitude, les astronautes sont formatés aussi pour parler d'une façon assez distancée. Lui a vraiment trouvé le contact avec le public. Après, c'est pas le même type de parole non plus, parce que c'est quelqu'un qui est préparé pour être en vol. Et je sais pas d'où il vient d'ailleurs. Je sais pas s'il est d'origine scientifique ou pilote ou je sais plus trop. Il est ingénieur. Voilà, bon. C'est une formation. Moi, j'ai une formation de danse, donc c'est un peu différent, quoi. Donc, pour revenir à ce que commençait à dire Claire, c'est qu'on est dans cette deuxième année où, en fait, on peut dire qu'on a mis en place un début de méthode, une méthode. Et c'est important pour nous de réfléchir avec vous, qui allez intervenir, à cette question de la méthodologie sur cette relation art et science et comment une recherche de ce type peut être productrice de connaissances auprès de scientifiques, auprès du public, Donc on est à ce moment-là. Donc la méthode qu'on a mis en place et qu'on souhaite continuer cette année, c'est donc démarrer par ce séminaire avec des invités qui nous ouvrent des portes et des espaces de réflexion pour les participants et tous les jeunes qui vont travailler avec nous pour déjà aussi commencer à réfléchir, d'être pas tout de suite, entre guillemets, la tête dans le guidon, mais d'être vraiment dans des ouvertures et d'avoir une réflexion pendant l'été autour de ça. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important. Et ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle les plateaux expérimentaux. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, à l'école Louis Lumière et à l'Académie Fratellini, on va être dans l'expérimentation concrète et directe autour de cette question du corps dont je vous parlais. Et donc, en fait, la méthode principale consiste à s'immerger tous ensemble dans la notion de temps, c'est-à-dire beaucoup autour des aériennes, puisqu'en fait, c'est le corps qui est le centre de la problématique. Donc, de la transformation des états de corps des aériennes avec lesquelles on va travailler à partir des différents principes sur lequel, de mon écriture chorégraphique, si vous voulez. Et donc, comment, tous ensemble, c'est-à-dire avec l'image, avec le son, avec la réalité augmentée, avec la matière, on va assister, participer à cette évolution et avoir la conscience partagée de cette évolution-là. Elle va se faire à partir de je vous reprendrai un peu les petits éléments de base sur lesquels je vais travailler, mais elle va se faire aussi grâce à un processus d'immersion, c'est-à-dire dans l'image, avec le fait qu'on filme et qu'on regarde constamment, donc des points de vue différents, et que ça fait à la fois avancer la gestuelle, comme ça fait avancer le regard sur les acrobates, les aériennes. On va travailler simultanément avec le son, c'est-à-dire récupérer ça, Anne viendra plus en détail dessus, mais du coup vraiment de travailler sur toutes les matières qui existent là, s'en emparer, et de travailler dans l'espace. Et donc toute la question, c'est vraiment cette interactivité constante entre le corps, l'espace du corps et le volume dans lequel le corps évolue. Donc on est vraiment toujours dans cette interaction-là. Et c'est la méthode de travail. Donc ces plateaux sont conçus sur une durée de 6 semaines et on les coupe un peu en deux, c'est-à-dire il y a toute une première partie où on essaye de s'extraire d'une forme de représentation, de juste être sur la matière de la recherche, d'être ensemble, de réfléchir ensemble sur ce qui se passe, et voilà. Et au bout de 3 semaines, parce qu'on est quand même dans un temps qui est délimité, on constate ensemble la matière qu'on a mis en place, ce qui s'est passé, ce qu'on possède, ce qu'on ne possède pas, là, et on décide de passer à la deuxième phase, qui est quelle forme de représentation on peut imaginer avec ce qu'on a pour pouvoir partager et transmettre au public notre démarche. Donc ça, c'est vraiment la méthode sur laquelle on est. Maintenant, moi, je donnerai la parole à mes partenaires, mais juste pour finir, vous dire que du coup, en reprenant les principaux éléments que je vous ai donnés au début sur cette question de l'absence, donc on va essayer de recréer sur le plateau, sur Terre, dans le plateau,
cette notion d'absence de corps, parce que l'absence de corps, c'est aussi sur Terre pour nous redécouvrir le corps autrement. Donc la nécessité de connecter les extrémités au centre du corps et le centre aux extrémités, ce qui est quelque chose qu'on fait sans y penser trop, et que les acrobates font de toute façon, parce que sinon ça ne marcherait pas. Mais par contre, se remettre sur cet état de perception qui est une nécessité en apesanteur, parce que sinon on n'a plus de corps, ça fait reposer la question du corps autrement. Et du coup, c'est aussi cette idée d'être en lien constant avec son centre de gravité. Et donc ça amène à une autre démarche par rapport à la question de la dilatation qu'on a en apesanteur, c'est-à-dire que du coup, si on est tout le temps en contact direct, en connexion directe avec son centre de gravité, on est aussi dans une conception d'un corps global. C'est-à-dire chaque petit mouvement induit une sensation, une perception globale du corps différente. Du coup, on n'est pas dans la répétition de phrases gestuelles à faire, on est dans cette conscience du corps global. Ensuite, l'absence de chute, cette idée de centre de gravité, et par rapport aux aériennes, c'est très intéressant, c'est-à-dire comment on va faire connecter son propre centre de gravité au centre de gravité de l'agrès, pour qu'il y ait en fait finalement une telle cohésion entre l'agrès et le corps, qu'on en oublie l'agrès, et qu'on ne voit que le corps. Mais ça demande une précision de cette conscience-là. L'absence de verticalité, c'est là où on va beaucoup travailler sur la conscience. Je parle de mon point de vue à moi. Après, la conscience de la circulation des mouvements à l'intérieur du corps, et cette idée qu'à l'intérieur du corps, on est dans un espace en apesanteur, c'est-à-dire que les mouvements circulent dans toutes les directions de l'espace. Et du coup, avoir cette conscience-là, ça nous emmène un peu dans une autre dimension, un autre univers. Et la dilatation du temps et la dilatation du temps, on revient constamment à l'endroit de l'ancrage, c'est-à-dire à l'endroit d'où part le mouvement. On n'est pas dans la projection tout le temps vers où on va, on est constamment dans un va-et-vient entre l'ancrage et la projection et la circulation des mouvements à l'intérieur du corps, ce qui crée une forme de dilatation du temps du mouvement, en même temps que dilatation de l'espace du corps. Voilà, je vous ai donné les petits éléments un peu... Je vous propose juste de regarder 3 minutes. Je ne suis pas trop longue là. Ça va, c'est pas branché. Elle est là. Elle est là. Oups. De regarder 3 minutes. Il y en a qui en ont déjà vu pas mal, des images en apesanteur, mais pour ceux qui n'ont rien vu, c'est quand même assez joli. Donc... Oui, j'ai testé. Normalement, ça marche. Ça marche pas. Ouais, mais le problème, c'est que ça chauffe. Il faut brancher, débrancher. Ça se réveille. Le signal. Tout à l'heure, ça marchait parfait. Ouais, mais c'est souvent ça s'éteint et pour le rallumer, c'est pas facile. Non, voilà, très bien. Voilà, donc je vous remets au début. Et normalement, il y a du son, mais bon, s'il n'y a pas de son, c'est pas très grave. Non, le son, t'as branché le jack Oui. Non. Ah. Merci. Voilà, je recommence, désolée. Donc c'est dans l'avion. C'est dans l'avion l'Airbus A300 qui fait des paraboles dans le ciel. Oh, c'est bizarre, j'ai pas c'est pas tout l'écran. Bon, il manque carrément un bout. Attends, hop, je vais vous le montrer comme ça. Donc c'est l'avion du CNES et de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, qui fait des paraboles dans le ciel. Et en haut de la parabole, il y a 25 secondes d'apesanteur. Donc là, ce que vous voyez, c'est les moments d'apesanteur en boucle. Et ça, c'est les 2G, c'est-à-dire une fois que l'avion recabre, on se retrouve en gravité 2. Donc on passe de gravité 2, gravité 0, gravité 2 et un petit palier de gravité 1, comme sur Terre. Donc c'est Chloé Molia et Damien Fournier, qui sont 2 acrobates. Chloé fait du trapèze et Damien est acrobate. Et il y a aussi Boris qui va apparaître, Boris JB. J'ai peut-être pas mis le son, moi. Je sais pas, tant pis. C'est pas grave. Tu parles pas.
Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez vu un peu les documentaires sur Thomas Pesquet. Il y en avait un très beau sur France 2. Et c'est cette idée de cet autre univers qu'on sentait vraiment en voyant la station se déplacer dans l'espace. C'est quelque chose de quand même assez troublant, et de voir aussi à l'intérieur de la station la forme de vie et de déplacement. On est quand même vraiment ailleurs, tout en étant nous-mêmes. En fait, dès qu'on touche quelque chose, on est repoussé aussi. Les muscles extenseurs deviennent des muscles fléchisseurs. Donc tout est un petit peu inversé. Juste pour finir, vous dire aussi que cette notion d'absence, en fait émerger de la richesse de sensations, et c'est là-dessus qu'on va travailler sur Terre, en essayant de repartir de l'absence pour faire ressurgir des sensations plus riches et différentes, ou peut-être celles auxquelles on n'est pas habitué ou auxquelles on ne fait pas attention. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, donc, je vais faire état un petit peu de mon point de vue, donc ce qui concerne l'image dans cette expérience, la manière dont nous avons participé donc, en tant qu'École Louis Lumière, avec les 3 étudiants qui ont œuvré au niveau des captations et le travail de montage et de projection, tout ce qui s'est fait donc de notre point de vue de regardeur, puisque finalement nous avions la position là de regardeur autant qu'acteur, et c'est cette synergie entre le regard de celui qui perçoit et le regard agissant aussi qui me semble intéressante dans notre méthodologie. Donc je vais en faire état en rappelant deux objectifs que j'essayais de faire très synthétiques, qui pouvaient être les objectifs que nous avions définis au début, voir quels sont les résultats, puisqu'on est à une année après notre premier séminaire. Donc je pense que c'est intéressant de faire un petit point rapide sur les résultats de ce qu'on a pu produire. Dans les résultats, bien sûr, je vais parler des avancées, puis des résistances, parce qu'il faut aussi prendre les résultats en termes d'avancées autant que de résistance et travailler sur cette articulation entre les deux. Et pour finir, faire un petit rappel sur les apports du séminaire de l'année dernière, ce qui me semble avoir été fédérateur dans ce qu'on a réalisé, et les apports que l'on espère pour cette année. Voilà. Donc, en ce qui concerne les objectifs, donc les 2 objectifs que je voulais rappeler, c'est d'abord cette expérience commune qu'on pourrait désigner sous une terminologie assez synthétique qui fait vraiment sens pour nous tous. Ici, c'est faire corps. Faire corps, ça veut dire que la réalité des sensations, la réalité de la sensation d'apesanteur, qui est un phénomène qui n'est pas accessible pour nous objectivement sur Terre, au moins pouvons-nous en fabriquer une forme de corporéité qui s'en approche à travers le partage et la convergence de nos subjectivités et l'engagement simultané des différents médiums sensoriels. Voilà, donc c'était ça, faire corps pour nous. Deuxième objectif qui concerne plus spécifiquement l'image, mais qui est lié au premier, donc faire corps, c'est s'émanciper des limites entre le corps donc en suspension, et la surface de projection, de manière à créer, on l'espère, un continuum spatial entre le corps en suspension et celui du spectateur. Cela veut dire que concrètement, on va se poser des questions de cadre, de point de vue, de distance,
qui sont des éléments de l'image qui a priori imposent un ancrage au sol du spectateur avec les outils que nous avons développés sur Terre. Et l'intention était donc ici de négocier avec ces contraintes de manière à contourner, voire faire disparaître ces bordures et la finitude de l'image qui est notre limitation technique a priori. Voilà. En ce qui concerne les résultats, donc faire état de ces résultats signifie donc observer la manière dont on a travaillé sur nos limites, tant au niveau du corps collectif que l'on a constitué, que dans le rapport particulier qui nous concernait avec le petit groupe d'étudiants, l'image du corps dans l'espace. Pour ce qui est des avancées, je pense que c'est la mise en place d'une méthodologie expérimentale qui est donc ici à relever. Les 3 pistes qu'on a ouvertes sous forme de 3 performances qui offraient des états de corps provisoires sur lesquels s'appuyer pour les expériences de l'année prochaine. On a exploré la notion de bordure flottante, de frange du motif à travers ces différentes expérimentations. Je parle là vraiment au niveau de l'image. On va vous montrer tout à l'heure les vidéos des 3 expérimentations pendant la pause pour que vous puissiez voir un petit peu ce dont je parle là d'une manière... Mais bon, certains d'entre vous les ont vus sur YouTube. La première expérience ouvrait vers un élargissement du champ de vision par la dispersion et le morcellement de l'image du corps. On a travaillé donc sur des jeux de découpe, de cadrage, de fragments de corps, qui va aussi avec cette idée que le corps infini, c'est pas seulement une idée d'un corps qui se trouve dans un lointain inaccessible, mais c'est peut-être avant tout l'idée d'un corps inachevé. Et donc la question des fragments, du point de vue formel, c'était quelque chose d'intéressant à explorer. Comment on articule ces fragments, voilà. On a travaillé donc découpage, cadrage, des jeux d'échelle aussi et de disparition en profondeur. Hein. Je pense que là, vous allez voir dans les vidéos comment on a essayé de faire circuler entre la présence physique réelle du corps en action, donc des 2 circassiennes, et les projections du corps sur les 2 écrans à droite et à gauche dans la performance. On a essayé de créer une espèce d'élasticité de l'espace en profondeur. Les jeux d'ellipse aussi, c'était quelque chose de très intéressant. L'ellipse du mouvement, un mouvement qui s'amorce, qui s'interrompt, à la fois dans le temps et dans sa visibilité, et qui réapparaît ailleurs. Donc l'ellipse, ça aussi, c'est une manière de travailler sur l'incomplétude et de permettre à l'imaginaire de fonctionner dans ces espaces entre qu'a évoqué Kitsu tout à l'heure. Voilà un peu les grandes lignes de ce qui me semble être intéressant à retenir de la première performance. Concernant la deuxième performance, là, on a travaillé sur des tulles en profondeur et on a essayé là d'explorer la démultiplication de l'image du corps en épaisseur. Peut-être une manière aussi de pénétrer dans la chair de la texture du corps, autant que dans la diffusion d'une espèce d'aura, on va dire, autour de la réalité corporelle du corps. Voilà. On a essayé là de travailler sur les traces du mouvement, une espèce de persistance, de silhouettage de la forme qui se décale aussi temporellement par rapport au corps physique concret. Et puis aussi la dissolution des contours et de la forme du corps. Voilà. Ça, c'était un petit peu les éléments plastiques sur lesquels on a travaillé dans l'image qui me semblaient intéressants à relever. On peut relever que la troisième performance qui a été donc réalisée par l'INREV, qui mettait en œuvre le corps augmenté en réalité virtuelle, s'articulait sur cette deuxième performance en travaillant aussi sur la notion de trace, qui allait là donc vers une interprétation spécifique avec les outils numériques, mais qui allait aussi dans le sens d'une désintégration du corps.
On a pu observer un effet de poussière, quelque chose qui était peut-être dans notre imaginaire collectif sans qu'on se soit concerté. Et là, je trouve que ça fait vraiment écho à notre fonctionnement, le fait qu'on travaillait ensemble et d'une certaine façon, il y avait des choses qui se transmettaient par porosité entre nous parce qu'on était ensemble sur le plateau et sans pour autant en avoir parlé, on s'est aperçu finalement que l'étudiant qui travaillait en réalité virtuelle avait inventé quelque chose qui procédait d'un petit peu le même imaginaire que celui des étudiants qui travaillaient sur l'image captée. Voilà. Donc cette image commun aux deux propositions, cette interprétation de la matière m'amène à parler plus globalement du rapport aux autres médiums qu'on avait à travers l'expérience, donc notre propre expérience en images. On va dire que peut-être que Anne va parler tout à l'heure du son, qui était un élément unificateur du point de vue spatial, qui nous permettait donc de travailler sur un espace circulaire, un petit peu un espèce de bain sonore. Très important aussi le fait qu'on a travaillé en temps réel avec un logiciel que les étudiants ont appréhendé pour la première fois, qui est Millumine, qui a mené une grosse nouveauté par rapport à eux qui travaillaient en cinéma et donc qui avaient l'habitude d'un montage fermé. Le fait de travailler en temps réel, c'était une donnée vraiment très importante qui nous a permis d'observer, d'interagir d'une manière très réflexive entre le corps en suspension et l'image captée et projetée. Voilà. Au niveau des performances, on a observé aussi les mouvements spontanés des spectateurs. Ça, c'était aussi quelque chose qui était intéressant par rapport à cette question du temps réel. Concernant les résistances, j'espère que j'ai encore un petit peu de temps. Au niveau de l'expérience commune, on peut faire mieux, je pense. Les échanges corps-images, pour nous ont semblé très réflexifs, mais davantage centrés sur le corps qu'avec les autres médiums. Alors peut-être que là, si je devais prendre une figure schématique, on avait quelque chose d'un petit peu rayonnant, on va dire des échanges qui étaient assez rayonnants, c'est-à-dire à partir du corps, des corps en suspension, mais qu'on a manqué on va dire de liens pour créer un réseau entre la réalité virtuelle, le son et le design textile. Donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'on a quelque chose encore à conquérir pour créer un réseau encore plus riche. Voilà. La scéno immersive qu'on a créée, évidemment, là encore, on peut toujours aussi essayer d'aller plus loin. On a observé pendant la performance qu'il apparaissait encore des points de fixation des spectateurs qui montraient finalement que la circulation et la diversité des points de vue étaient encore trop focalisées et peut-être trop frontales par moment. Donc là, on a encore des points à travailler. Au niveau de l'image, ça va dans le sens de ce que je veux dire sur l'image, la focalisation sur le corps qui enferme encore un peu le regard. La prise en compte du vide, de l'absence, ce qu'a évoqué Kitsu, qui est encore quelque chose sur lequel on doit travailler, qui devrait occuper le temps et l'espace. Ça, je pense que c'est aussi une grosse difficulté culturelle que l'on a en Occident, que d'avoir du mal à intégrer le vide et l'absence dans nos représentations. Et pour ça, je pense que là aussi, on a encore beaucoup à travailler. Encore une difficulté, mais ça c'était un peu inhérent à notre dispositif, je l'ai dit en introduction, l'effacement des bordures du cadre cinématographique, qui est encore une difficulté. Le cadre 16/9, qui est le cadre cinéma, qui est horizontal, qui est, on va dire, qui est à la base calqué sur l'horizon et la vision que l'on a quand on balaye l'horizon avec un corps humain debout, ce format 16/9 est encore quelque chose qui nous pèse, qui nous plombe. Voilà. Ça souligne symboliquement l'ancrage au sol, la perpendicularité aussi. Là, ça c'était lié au dispositif des circassiennes, puisqu'on travaille avec une corde, et la corde étant finalement une ligne qui souligne la pesanteur, était un élément graphique, schématique, qui a ici entré donc perpendiculairement au format 16/9, qui nous a posé beaucoup de questions du point de vue simplement de l'organisation du cadre. Voilà. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on va encore travailler, sachant que l'année prochaine, on va travailler avec un cerceau, on aura un cercle. La forme du cercle, a priori, nous semble, on va dire, plus libératrice, peut-être.
dans la mesure où le cercle, du point de vue schématique, ça fonctionne comme un espace beaucoup plus symboliquement relié à l'idée d'infini. On va avoir un trapèze, donc le trapèze qui va nous amener certainement là aussi une question d'horizon sur laquelle il va falloir travailler. Voilà un petit peu toutes les complexités que l'on a du point de vue du travail du cadre. Je terminerai sur les apports du séminaire de l'année dernière et les attendus de cette année. Le séminaire, donc, c'est un élément très important pour nous puisque c'est le moment où on ensemence nos imaginaires. C'est ce qui a été fait l'année dernière. Nous avions eu des conférences, 3 conférences qui étaient très importantes du point de vue théorique, dont je vais me rappeler de 3 points qui ont, je pense, été travaillés cette année. Une réflexion de Jean Laurenceau, donc, qui était neurophysiologue et qui nous avait proposé tout un travail sur le regard projectif, qui était vraiment passionnante. Il avait questionné pour nous, je pense, le cadre, en appelant une réflexion sur les bordures et la périphérie du champ visuel. Et ça, c'était une réflexion qui venait d'un scientifique qui raisonnait par rapport à des propositions plastiques. Voilà. Autre réflexion qui aussi a eu une incidence, je pense, dans notre travail, la réflexion de Daniel Kuhn, qui était donc astrophysicien, sur l'élasticité de l'univers et le déplacement de la gravité. C'est une notion qui aussi nous a informés dans nos propositions plastiques et qui rejoignait un petit peu la réflexion sur l'énaction de Charles Lenné, donc qui nous a parlé de la manière dont le corps et l'esprit s'organisent en interaction avec l'environnement. Et ça rejoignait tout à fait notre expérimentation sur le temps réel. Voilà. Comment, par l'action, finalement, on était aussi dans la création, l'articulation action-création. Ça, je pense que c'était l'apport de la réflexion de Charles Lenné. Voilà donc un petit bilan que j'essaie de faire assez rapide pour vous dire que cette année, les interventions qu'on va avoir aujourd'hui ne sont pas juste on parle et puis ça reste lettre morte. Au contraire, nous sommes là vraiment parce que nous sommes aussi curieux des apports extérieurs des intervenants et nous vous promettons que l'année prochaine, nous vous dirons ce que nous en avons fait parce que l'idée, c'est ça. Voilà, c'est de se servir des réflexions proposées par les intervenants aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors, je vais revenir effectivement d'une part sur l'approche de la dimension sonore, on va dire, dans ce projet-là. Je reviendrai aussi peut-être sur les prémices de ce projet-là, parce que du coup, c'est d'ailleurs quelque chose qui nous enverra vers la suite. Alors, effectivement, sur le projet Corps Infini, pour la première étape, le son était un peu au deuxième plan, disons, parce que j'avais déjà beaucoup travaillé sur la question du son avec Kitsu, en fin d'un autre projet LABEX, qui est le projet HOA, donc un projet dédié à la spatialisation immersive du son. Et donc là, le thème de l'année dernière, c'était quand même l'image, pour commencer, quoi. Donc on s'était dit, on va confier à un étudiant, ou en tout cas travailler en collaboration avec un étudiant stagiaire du CICM, donc Centre de recherche en informatique et création musicale de l'équipe d'accueil Musidance de Paris 8, pour à la fois travailler quelque chose qui soit très immersif, mais aussi quelque chose qui, pour une fois, n'est pas recours à des capteurs de temps réel, justement, parce qu'il s'agissait de faire plutôt un environnement, disons. Alors, qu'est-ce que j'attendais, moi ? J'attendais, et ça s'est à peu près réalisé, d'une part, donc, un environnement sonore qui soit immersif, c'est-à-dire qui soit modélisé comme une hémisphère. Donc, c'est pas seulement circulaire, ce qu'on avait essayé par ailleurs parfois à Fratellini, mais à Fratellini l'année d'avant, on avait aussi travaillé l'idée d'une hémisphère. C'est-à-dire, pour nous, très concrètement, techniquement, c'est du son en 3 dimensions et c'est du son ambisonique d'ordre élevé en 3 dimensions. C'est exactement ça, le projet HOA, en fait. Donc là, on a travaillé techniquement avec un cube de 8 haut-parleurs. C'est assez modeste, mais comme on sait faire des merveilles, ça nous a suffi
pour rendre immersif l'espace, au point que les danseuses circassiennes m'ont dit qu'elles utilisaient en fait l'espace sonore comme point de repère. Non seulement les événements qui se situaient dans l'espace sonore, mais d'où ça venait, quoi. Alors, c'était la source, disons, de ça, sur le plan de la matière sonore, c'est des prises de son qui ont été faites sur le plateau, c'est-à-dire des prises de son, des matières sonores strictement tirées du plateau, c'est-à-dire des sons de poulie, des sons de voix, des sons de vêtements, de frottements, voilà. Et donc ces sons-là ont été ensuite traités en temps réel, sans interaction, mais quand même en temps réel, c'est-à-dire procédés en temps réel, dans notre dispositif de spatialisation qui non seulement spatialise, c'est-à-dire pose quelque part un son, est capable de le faire circuler, ça c'est ce qu'on sait tous faire, mais qui en plus, dans son environnement géométrique, si on peut dire, hein, donc sphérique, est capable de traiter, transformer le son, c'est-à-dire faire avec des masses granulaires qu'ensuite on peut raréfier statistiquement, créer de la décorrélation de canaux, ce qui correspond à un espace complètement éclaté. Hein, voilà, donc d'une part, pour chacun des épisodes, pour chacune des trois performances, j'ai demandé à l'étudiant de faire une bande son, et là je l'ai un peu laissé faire. Et d'autre part, j'ai construit avec lui à la fois pour la spatialisation et pour le traitement du son dans l'espace immersif. Enfin, j'ai repris en fait un dispositif qu'on avait déjà un peu travaillé un an avant avec Prémices pour Corps Infini et encore une fois deux circassiens acrobates de Fratellini et puis donc là un travail qui était plus orienté vers un dispositif sonore interactif, quoi. Alors voilà, ça c'était un peu le dispositif. On a un peu négocié, disons, les contenus avec vous. Hein. Là, il y en a trop, là, il n'y en a pas assez, là, ça répète trop, etc. Donc, disons que l'intérêt, d'abord méthodologique et même un peu pédagogique, hein, a été aussi de faire tout ça in situ, sur le plateau, pendant que les étudiants de Louis Lumière travaillaient l'image. Donc avec toutes les contraintes, les musiciens, il faut toujours rester discret, quoi, pas déranger évidemment les prises de vue, pas non plus déranger les préparations des danseurs circassiens, etc. Donc on savait que ce qu'on attendait de nous était quand même assez modeste, quoi, hein, donc on a fait aussi avec ça. Et puis bon, ensuite est venu le moment de la performance, quoi. Et c'est bien là que les choses, en effet, se sont révélées. Tu parlais de l'unification à travers... enfin, que le son a une fonction unificatrice. Oui, en effet. Et notamment, je pense, aussi bien pour le public que pour les performeurs, disons. C'est-à-dire l'idée d'être tous ensemble dans un même endroit, avec des circassiens qui ont une fonction bien plus importante que les autres sur le plan performatif, mais effectivement, l'environnement sonore aura permis de mettre tout le monde à l'intérieur de quelque chose, quoi. Bon, je passe sur les détails techniques, hein, mais c'est vrai que la façon dont on procède, on est très rompu à ces choses-là, parce que ça fait 15 ans qu'on fait... à la fois des musiques mixtes, des installations interactives, etc. Et la façon dont on procède fait que même quand on est à l'extérieur de l'espace physique, avec ces 8 haut-parleurs, on perçoit encore quelque chose de ce qui se passe là-dedans, quoi. Donc, effectivement, ça a permis de faire converger des imaginaires. En particulier, moi, j'utilise beaucoup décorrélation et granularité. Donc, ce que tu appelles poussière, pour moi, j'appelle ça plutôt des grains, quoi, hein, des techniques de granulation qui se sont retrouvées aussi visuellement, quoi. Et qui ont, enfin, manifestement, on n'a pas fait d'enquête
très construite hein, sur le rendu du public, mais on a vu que les gens étaient extrêmement touchés et que quand ils s'exprimaient, ils parlaient de ça en fait, de ce moment-là où ils ne savaient plus s'ils voyaient ou s'ils entendaient ou s'ils sentaient. Et ça, c'est ça qui est une réussite. Alors, par rapport aux sonorités que vous allez voir dans les archives, là, on a dû un peu biaiser les choses parce que, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'on fasse un enregistrement mono au niveau de la prise de vue, quoi. Et qu'ensuite, cet enregistrement-là, je le repasse dans mon dispositif et que je fasse un travail de studio. Or, la bande qui a été fournie, c'était pas utilisable parce que ça avait pas été, la prise de son n'avait pas été faite pour ça, quoi. Donc, on a reconstruit quelque chose juste pour accompagner les archives. Là, il faut absolument, la prochaine fois, que les enregistrements, moi, du coup, je les fasse. J'ai en tout cas l'œil dessus pour que les archives soient vraiment restituent bien, disons-le. Mais c'est toujours le problème après. Mais par contre, je sais faire ça. On sait faire ça, nous. Mais c'est toujours le problème en général que quelque chose qui est du live, qui est prévu donc pour le concert, si on doit ensuite le montrer sous forme de vidéo pour YouTube ou quoi, il faut absolument repenser la prise de son parce que c'est très difficile de restituer justement cette sensation-là de la performance. Cage le disait, hein, il détestait les enregistrements de ses spectacles parce que pour lui, ça n'était que de vagues archives, ça n'avait rien à voir avec la question de la présence, avec la question du partage, justement. C'est autre chose, Donc, il faut le soigner. Alors, pour ce qui va venir, moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est reprendre justement le travail avec des capteurs, même si c'est des capteurs très simples, et comme ceux qu'on avait l'an passé sur le corps, c'est-à-dire des capteurs de flexion. Hein. L'intérêt, et en écoutant ton discours, Kitsu, au départ, l'intérêt en tout cas des capteurs qui seraient liés à des micro-mouvements, hein, même si c'est extérieur, il y a un geste devant un capteur ou quoi, c'est de pouvoir restituer justement ces échelles de sensations. Tu nous dis que la disparition du corps, finalement, c'est un ressenti d'énormément d'informations et que le moindre mouvement devient extrêmement riche. Quand le moindre mouvement est connecté justement à des choses très fines en termes de granulation, on peut vraiment aussi faire passer ça. Ou en tout cas, on fait encore converger une poétique, comment on a dit, une intuition artistique. On rend peut-être quelque chose d'un peu tangible, quoi. Au point que, alors là, je vais revenir aux prémices. Justement, j'ai bien fait ça d'appeler les prémices pour Corps Infini. En fait, là, justement, quand on a travaillé, c'était dans le cadre du festival impromptu de Fratellini, avec deux danseurs circassiens de Fratellini. Là, au contraire, on a vraiment travaillé sur le plan sensible, l'interaction entre le micro-mouvement et puis un rendu sonore aussi très sensible, quoi. Même si c'était très difficile pour eux, en fait, d'apprendre à écouter, parce que c'est pas forcément le rapport de la jeunesse à la musique, en fait, en ce moment. Mais bon, ça a été aussi tout un travail. Hein. Et moi, j'avais justement enregistré tout ça, c'est-à-dire j'avais enregistré tout ça, tout le rendu sonore de nos performances, la dernière performance, dans l'ordinateur au niveau de mon programme. Et ensuite, comme tout ça était immersif, en 16 voix, 3 dimensions, ensuite j'en ai fait d'une part une petite installation sonore que j'ai d'abord testée à l'Académie Sibelius à Helsinki, dans le cadre d'un festival universitaire et d'un symposium justement sur la recherche-création. Et puis ensuite, j'en ai fait une version acousmatique, là pour le coup, en 2 dimensions, c'est-à-dire avec un cercle de haut-parleurs qu'on a joué à l'église Saint-Méry dans le cadre des Journées d'informatique musicale 2017 récemment, et que d'ailleurs on rejouera en version à nouveau 3D mais cube dans le cadre des vitrines du Labex qui se feront ici, donc je crois les 6-7 octobre si je ne me trompe pas. 5 et 6 octobre. Donc avant les monstrations avec Corps Infini, il y aura un moment où je ferai une séance d'écoute, en fait. Où là, du coup, on n'entendra plus que
je dirais pas la trace, mais en tout cas, plus que la dimension sonore de quelque chose qui a eu lieu avec finalement ton monde chorégraphique et l'intuition artistique et poétique. Et ça fonctionne très bien. Tout le monde me dit « Oh, mais c'est très organique. » Bon. Je suis très contente de cette pièce-là. En tout cas, sur le plan pièce acousmatique, c'est peut-être une de mes meilleures pièces. Donc voilà, donc tout ça va pouvoir se réengranger aussi. Peut-être aussi d'ailleurs comme point de départ, c'est-à-dire le fait que aussi les circassiens qui vont travailler l'année prochaine en entendant ça, peut-être que ça va nous permettre de construire ensemble ce que sera la dimension sonore cette année, c'est-à-dire à nouveau quelque chose d'interactif et de sensible. Alors est-ce que ce sera sur le corps ou est-ce que ce sera sur les agrès, ou on verra. C'est à voir peut-être demain d'ailleurs. Voilà, donc je crois que j'ai un peu tout dit, j'ai pas fait attention à... Je pense qu'on est bon. On est bon, bah c'est très bien. Alors, peut-être des questions, du coup, si on a... Pourquoi pas, bah, c'est bien comme ça, je vais donner mes réserves sur le rendu sonore. Parce qu'après, on a vraiment bricolé quelque chose. C'est pas exclu, d'ailleurs, qu'on reprenne encore cette question. On peut le mettre sur ton ordi ? Attends, c'est USB, on va regarder. Oui, on a besoin de ça. Non, c'est pas là. C'est là, vas-y. Attends, il veut pas. Il faut mettre ça. Ah ben oui. On va voir si c'est tout l'écran entier. Là, ça marche. C'était très bien. Oui, c'est ça. Normalement, il y a 2 écrans. Il y a juste une petite chose que je voulais rajouter. C'est le rapport, justement, intuition artistique et technicité. Et en fait, dans toute notre rencontre entre l'image, le son, la réalité virtuelle, le corps, les techniques aériennes, on est face à la technicité. Il faut que chacun arrive à développer, à faire émerger son intuition artistique à partir de ça. Donc je pense que c'est un élément très important aussi du corps infini. C'est la première performance, ouais.
passer un petit fragment des deux autres. Vous voyez alors, là, sur la cohérence sonore, pour moi, c'est bien photo parce que les deux haut-parleurs sont décentrés de l'écran et vous êtes pas bon. Mais ça vous donne une idée, quoi. On a vu aussi que le public est là, en fait. Le public est là-dedans. Et ça, pour moi, c'est une des grandes réussites. On ne l'a pas fait exprès, on était contraints par l'espace. Hein. C'est super. C'est-à-dire que le public même le public passait à travers les éclairages. Donc le public, en fait, était mis en scène. Et ça force l'attention. Et cette espèce de communion qu'on a aussi de la part du public, c'est aussi parce que le public était vraiment soudain. Donc perdait aussi sa... Il y avait une autre dimension aussi, c'est qu'il y avait une partie du public. Ça permettait à la fois d'être un public qui regarde et qui voit le public dans les performances. En fait, c'est le genre de choix qu'on fait. C'est en fait génial, mais ah oui, d'accord. Techniquement, toutes ces choses-là, en tout cas sur le plan de ils ont ma... J'ai fait une remarque qui est liée à la technologie, en fait. On n'est plus à un stade où on est en train de faire des trouvailles technologiques. On utilise des choses qui sont bien connues, qui ont été montrées 100 fois, etc. Mais ce qui nous occupe, c'est de les mettre en œuvre, de les explorer encore et de renouveler le sens. C'est tout ça. La question du sens, mais pouvoir refaire encore des choses nouvelles, se réapproprier. Voilà, donc ça, peut-être qu'on peut passer à la on peut s'arrêter là. D'accord. Moi, je termine. Très bien. Alors, moi, je vais terminer, et peut-être que ce sera d'ailleurs pour faire la jonction avec l'intervention de... Pardon. Pour terminer et pour faire la jonction avec l'exposé ensuite de Guilherme Carvalho, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis des années et avec qui on partage tout le temps ces explorations entre art et sciences pour ce qui nous concerne, musique mathématique, musique et formalisation, etc. Je voudrais revenir sur... là, on a parlé donc de l'intuition artistique. Hein. On est parti d'une intuition artistique qui est déjà dans un contexte qui fait converger art et sciences. Donc, on est toujours dans une dynamique un peu boucle de réinjection, disons. Pour moi, ce qui est très important dans tout ça, c'est la question de finalement montrer quelque chose
qui fait thèse, pour commencer, c'est-à-dire montrer ou faire entendre un numéro de cirque, ou bien une approche, une performance expérimentale, qui déjà en soi est donnée pour être partagée. Donc être partagée sur le plan sensible. Et après, quand on est dans un contexte qui est le nôtre aussi, contexte académique, contexte universitaire, c'est comment éventuellement partir de ça, ou parfois arriver vers ça suite à tout un background théorique, pour aller vers un partage de la connaissance, à la fois un gain de connaissance, on en a parlé souvent, c'est aussi knowledge gain, mais aussi comment rendre explicite quelque chose qui est posé parfois simplement comme une affirmation, implicite. Tout notre travail aussi de chercheurs dans la dimension opérer des transferts partagés, c'est ça, quoi. Comment rendre explicite avec les autres disciplines scientifiques, qu'elles soient d'ailleurs aussi sciences de l'art, quelque chose qui est là posé comme implicite. Cette idée de quelque chose qui serait matière ou qui serait matériau ou qui serait objet, disons, et qui fait thèse, en fait, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Guilherme, on verra ça après, mais moi j'ai hérité de ça, des séminaires de Horacio Vaggioni, qui était compositeur et chercheur, qui a fondé d'ailleurs notre équipe. Il s'appuyait sur Adorno d'ailleurs, sur Quasi una fantasia, sur la musique informelle. Adorno parlait de ça déjà, comme le matériau en soi qui fait thèse, simplement le fait de l'exposer. Ça nous amène à l'exposition, exposer un numéro, exposer une œuvre, exposer une installation dans laquelle d'ailleurs on va être là. La question de l'exposition, elle est vraiment très actuelle en fait de nos jours. L'exposition dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien l'exposition au musée, l'exposition d'une œuvre, l'exposition d'une performance, la performance qui rejoint l'exposition, etc. Donc, en fait, c'est un peu ça aussi qu'on essaie de travailler dans le domaine relations art-sciences, quand ce sont les arts qui, en tant que moyen d'expression, posent les choses, quoi. Voilà. Je voulais ajouter ça parce que on travaille beaucoup ces questions-là à l'université, au LabEx RH2H, et peut-être ce qui viendra ensuite. Et une de nos perspectives, c'est de mettre en avant la création comme activité de recherche. Donc, sous-entendu, la création artistique comme activité de recherche scientifique aussi, au sens des sciences de l'art aussi, au sens de la technicité qui doit aussi se partager et qui peut être porteuse de bien plus que sa propre technicité. En fait. C'est un peu ça, j'ai l'impression qu'on essaie de travailler dans le corps infini. Merci. Je ne sais pas s'il reste du temps pour changer ou bien on aura du temps. On est... C'est la suite. Ouais, on n'est pas loin. On avance vers la fin. Voilà, on a parlé de la poussière. Avec la poussière. Une petite plutôt une idée qui me faisait penser en voyant le public, ça aurait peut-être intéressant, peut-être vous l'avez déjà fait ou pensé, que le public, même si on ne peut pas peut-être éviter la gravité sur Terre, on peut quand même changer un peu nos verticalités. Alors un public qui peut être invité à être dans d'autres positions qui est assis au début peut être intéressant pour expérimenter autrement. Moi je m'aurais mis couché sous le danseur, par exemple, sur l'acrobate, par exemple. Le public pouvait le faire, mais il faut les inciter. Oui, je me souviens, on a une très très belle chorégraphie de John,
chorégraphe new-yorkais, bon, qui a proposé la moitié des publics en fait, il était invité à se coucher sur des matelas gonflables, en fait. Alors, ça peut être une manière d'inciter les gens invités d'explorer autrement la relation avec la gravité, en tout cas, comme on le connaît, nous, les terrestres, ici. Deuxième point, je me suis curieux sur l'expérience des performeurs, à quelle mesure elle était interrogée, surtout en relation avec l'augmentation visuelle, sonore, etc. Et en temps réel, à quelle mesure cette corps... Comment est-ce que... C'est un peu difficile d'avoir d'ici quel est leur point de vue, par exemple, avec ces projections multiples, à quelle mesure eux-mêmes ils peuvent être... Ils sont immersés dans cette image déconstruite, augmentée, infinie de corps. Je peux répondre là? Ben, en fait, c'est pendant le travail, ça. Parce que c'est vrai que pendant la présentation, ils ne voient pas tout ça. Mais en fait, pendant le travail, on a constamment, à chaque fois qu'il y avait une prise de vue, à chaque fois qu'il y avait une proposition, on regardait, enfin, je dis avec les deux, avec Anna et Milena, elle regardait ce qu'on avait filmé, on se posait les questions que posait la prise de vue par rapport au mouvement, là où on était le mouvement, etc. Et après, on refaisait et on refilmait. Donc, quelque part, sur la question de l'image, qui est quand même très compliquée, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est pas du tout la même chose avec le son, puisqu'on est en direct organique, quoi. Du coup, elles ont intégré ça. Maintenant, pendant le moment de la représentation, elles savaient ce qui se passait, mais elles ne le voyaient pas. Elles étaient, voilà. Donc, ça, c'est une question. Je pense que c'est une question intéressante en future recherche. De ma perspective, en tout cas, en concernant la danse, je trouve qu'il y a une dimension importante de ceux qui ont communiqué par les mouvements dansés, pour moi. Et en fait, l'expérience vécue, plutôt que pour moi. Alors, je me suis intéressé à savoir à quelle mesure toutes ces nouvelles technologies peuvent être utilisées pour aussi viser les performeurs eux-mêmes en temps réel. Par exemple, des casques 3D ou autrement, dans lequel on était avec des corps nus, avec des projections en temps réel faites sur notre corps. Alors là, nous-mêmes, on pouvait voir très bien les projections et ça nous a affecté beaucoup en notre mouvement. Alors là, dans ce contexte-là, je peux imaginer qu'on va aller avec ce type de moyens aussi beaucoup plus loin, de vraiment repenser aussi l'image vécue et par les performeurs aussi visuels. Je ne sais pas à quelle mesure c'est possible, mais c'est une question. Et la troisième question j'ai beaucoup plus, mais c'est la question plutôt pour la première version, si j'ai bien compris, encore une fois, c'est magnifique, mais c'était très difficile la vidéo à apprécier. Si j'ai bien compris, dans la première performance, les vidéos étaient projetées un peu à part du mouvement, où il y avait encore un aller-retour entre corps live et vidéo ou en même temps. Ça, c'est fascinant. Et je suis curieux, est-ce que vous avez un peu réfléchi ou discuté avec les spectateurs ou vos expériences sur cet aller-retour entre l'image visuelle, l'image captée et cette qualité d'attention particulière qui s'est créée par cette, disons, triangulation un peu plus complexe entre le fait qu'on est face à une image. En tout cas, la vidéo qu'on a vue, ça veut dire que les mains étaient très concentrés sur le corps live. en fait, il y avait un noir. Image, noir, corps, noir, image, noir, corps. Sauf à un moment, il y a eu tout ensemble. Donc, l'idée, c'était de faire fonctionner la mémoire du spectateur sur un fragment de corps de double, en plus d'un duo, donc un peu compliqué, très proche, donc on ne sait pas trop quel bras, quelle jambe, tout ça. Et ensuite, avec des fragments de corps présentés dans les écrans, se remémorer ce qu'ils venaient de voir et vice-versa. Donc, c'était ça l'idée. Personnellement, moi, je trouve que quand c'est confronté les trois, c'est beaucoup moins intéressant parce que je sais pas. Après, on n'a pas eu de témoignages de gens. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on s'accroche plutôt au corps vivant. Hein. C'est encore que je sais pas. Ça dépend des choses. Oui. Je sais pas. On n'a pas eu, hein, je crois, de. Tout à fait. Ça permet on travaille sur notre travail sur l'attention. Pas du tout avec ce dispositif, beaucoup plus pauvre, hein, exprès, mais je peux projeter un peu de mon expérience par ailleurs, que ça peut faire un joli des voyages attentionnels de spectateurs et d'aller-retour assez intéressant à explorer. Là, ça me donne l'idée de faire un lien très, très précis avec quelque chose que nous avait dit Daniel Kuntz l'année dernière, sur quand on est sur Terre et qu'on pense que
que quelque chose existe ailleurs et qu'on n'y est pas et que ça existe sans nous, c'est quelque chose dont je me rappelle, ça crée une espèce on va dire de ferment pour l'imaginaire, l'absence de cette chose qui existe ailleurs. Et là, très directement, par rapport à ce dont on est en train de parler, quand on sait que le corps réel, vivant, est là, mais qu'on ne le voit pas, ça crée certainement pour les spectateurs un sentiment de frustration. Mais pourquoi je ne le vois pas? Il est là, je sais qu'il est là, etc. Mais en même temps, c'est échappé sur les écrans à côté, avec la trace de quelque chose qui a eu lieu. Ça crée des allers-retours, là, je pense. Et c'est ça un peu la notion d'ellipse que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Hein, je ne sais pas très bien comment le formuler, mais c'est quelque chose que je ressens d'une manière très, très poétique et aussi très fructueuse pour l'imaginaire. Le fait que la chose à laquelle on pense, qui est réelle, matérielle, est là, et en même temps nous échappe. Voilà. Ça, je crois que c'est un truc sur quoi on a envie de travailler, une notion qu'il faut creuser. Voilà. Mais peut-être pour répondre à ta dernière question, je pense que c'est une piste de recherche justement par rapport aux réalités augmentées, mais Dionysis nous en parlera tout à l'heure. C'est beaucoup plus compliqué avec les tablettes ou imaginer un autre univers en même temps qu'il y a les aériennes sur le plateau qui sont quand même celles qui nous attirent le plus. De réfléchir à ça, justement une sorte de parcours de regard du spectateur pour arriver à faire que le spectateur puisse négocier ça. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une piste intéressante et qu'on va essayer de creuser un peu plus avec la réalité augmentée, parce que c'est pas très simple en live. Donc voilà, c'est une vraie question. Sur la question du mouvement, en fait, hein, qu'est-ce qui bouge pas? Est-ce que c'est ce qui bouge qui accroche plus que ce qui bouge pas? Enfin, il y a toute cette réflexion-là après de l'immobilité et de la mobilité. Je pense c'est vraiment là-dessus, quoi. Mais bon, voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Claire par rapport aux performances. Moi, j'étais un des étudiants en images sur le Corps Infini l'année dernière. Et ce qui s'est passé sur la première performance où on voit les petits écrans, c'est qu'il y avait aussi... Donc au début, on a commencé sur image, corps en alternance. Et il y avait toujours le doute de savoir si ce qu'on voyait à l'écran n'était pas quelque chose qui était en train de se passer, mais qu'on ne voyait pas, mais qui était filmé. Et les rares moments où ça se superpose un peu, où le corps live se passe en même temps que l'image, il y a toujours le doute, comme c'est des détails, de savoir si c'est pas ce qui se passe en ce moment, mais vu d'un autre angle. Et du coup, il y a beaucoup de spectateurs qui se demandaient si c'était pas une captation live qui était retransmise en direct. Et nous, ça nous plaisait beaucoup cette idée. Et sur la deuxième performance, du coup, on a voulu, comme le corps apparaît grâce à l'image qu'il traverse, on a essayé de commencer sur... travailler sur justement une fausse synchronicité entre l'image et ce qui se passait. Donc au début, on projette des images qui sont vraiment ce qu'elle est en train de faire. Et en même temps, il y a toujours un petit décalage. Il y a toujours quelque chose qui... Voilà. Et du coup, on travaillait sur ce dédoublement-là. Et Claire Bras parlait d'ellipse. Et je pense qu'on est et dans l'ellipse et dans le fragment. L'idée, c'était qu'on travaille sur des couches qui soient soit superposées, soit morcelées dans l'espace. Et que du coup, on ne sache plus, en fait, de quel côté on est, où est notre regard. Et on parlait de frontalité tout à l'heure par rapport à la scène, il y avait un peu ça. Et justement, nous, dans l'image et dans la façon dont on construisait l'image et le corps réel, le spectateur, en fait, en restant où il est, pouvait finalement se projeter à d'autres endroits dans l'espace et dans le temps. Voilà. Merci. Pour reprendre le terme de où est le spectateur, et puis pour rebondir sur ce que vous avez dit toutes les trois, et puis Adorno aussi, je me souviens, la forme, c'est le condensé de sens, quoi. Donc je pense que ça se croise, voilà. Juste, je me demandais avec la question de la place du spectateur, mais pas au sens de Rancière, hein, très pragmatiquement, par rapport à cette dilatation du corps, des sensations, et aussi à cette, je sais pas Anne, comment tu as employé, dans la mesure où vous avez tout ce travail en fait de spatialisation du son avec 8 donc micros. Je me demandais si quand vous avez capté vos performances, vous avez fait l'expérience de la répétition en fait de la même performance avec des angles de vue différents.
Juste parce que j'ai fait cette expérience cet hiver, spectacle vivant, je me souviens plus, j'arrive plus à voir le nom. C'était extrêmement intéressant. Peut-être que certains d'autres voilà, collègues l'ont vu, ou amis, ou spectateurs. Il s'agissait d'une phrase chorégraphique, en fait, qui était répétée 3 fois dans la même soirée. Et la première fois qu'elle se déroulait avec 3 performeurs, dont je retrouverai le nom, nous étions donc, les spectateurs étaient sur les 3 côtés d'un rectangle. La deuxième fois où cette phrase chorégraphique donc était linéaire, se répétait, on nous faisait changer des 3 côtés. Et la troisième fois, idem. Donc on avait en fait, les spectateurs ont vu avec 3 angles différents la même phrase chorégraphique. C'était extrêmement intéressant parce que la phrase chorégraphique, on s'apercevait, enfin du moins moi c'est ce que j'ai ressenti, suivant le point de vue où on était, soit c'était une phrase chorégraphique qui devenait pratiquement une phrase cinématographique, puisqu'on a fait des fragments, des temporalités, des ellipses. Si on était du coup dans un autre angle de vue, on avait en revanche plutôt un aspect global de cette phrase chorégraphique et les 3 performeurs devenaient presque l'un, justement. Et la troisième phrase aussi, c'est autre chose. Donc voilà, ce que vous avez du coup déjà formalisé ou expérimenté me fait penser à cette expérience-là. Voilà. Bon. Juste, puisqu'on est dans les échanges. Oui, Merci. tout à fait.